L'heure de pointe, en partenariat avec la Nouvelle République des Pyrénées, Philippe Subercase. Merci beaucoup, monsieur le préfet, d'avoir accepté cette deuxième émission, parce que les sujets sont nombreux et ils méritent vraiment qu'on s'y attarde pour avoir les réponses aux questions. Merci à Arnaud Paul aussi d'être revenu en deuxième semaine. Bonjour à tous. C'est une émission L'heure de pointe en partenariat avec le groupe La Dépêche et la Nouvelle République. On a parlé la semaine dernière longuement de l'hôpital à Lannes. On a parlé du contournement aussi, à la fin de cette 2 fois 2 voies entre Lannes et Lourdes. On a parlé aussi du contournement nord de Tarbes, du côté sur la route qui amène de Bordère vers Rabastens de Bigorre. Et puis on va parler maintenant d'emploi, d'économie dans les Hautes-Pyrénées. Comment se porte l'économie dans ce territoire ? Alors je suis, je le dis pour faire de la pub aussi pour notre bon département, mais j'ai souvent coutume de dire que je suis un préfet happy, parce que on a quand même des signes très encourageants sur ce département, mais méconnus. Enfin, je pense qu'on ne communique pas assez sur ce qui va bien dans le département, et surtout à l'extérieur. Se le dire entre bigourdans, c'est bien, mais c'est bien de communiquer à l'extérieur. On voit qu'on a des entreprises qui développent des projets innovants. Si je prends tous les lauréats de France 2030, on a des entreprises de pointe en matière d'aéronautique. On a inauguré chez Daher il y a peu de temps le bâtiment Fly-In avec le premier avion hybride. Enfin, je veux dire, il faut se dire que c'est exceptionnel. Enfin, on a réussi à faire voler 8 heures, je crois, un avion hybride, mix électrique, thermique. Enfin, c'est une avancée fondamentale pour le monde de l'aviation, c'est donc possible. On a un taux de chômage qui est à 7,7%, alors qui est qui est en dessous de la région, un peu au-dessus du national, mais qui montre qu'on est un département assez dynamique en termes d'emploi. On a de la création d'entreprises, en tout cas on a plus de création d'entreprises qu'on a de défaillance d'entreprises. Il faut quand même, c'est des chiffres qu'il faut avoir à l'esprit. Et il y a toujours eu des entreprises qui naissent et des entreprises qui meurent. Donc il faut, je ne veux pas tout relativiser, mais j'ai tendance à vouloir regarder dans les gens qui viennent me voir le verre à moitié plein. C'est quand même plus sympa pour tout le monde. Et puis quand on communique positivement, ça donne envie de venir. Si je vous dis tout va mal, vous allez dire je vais aller dans un autre département. Si je vous dis ici vous serez accueillis, il y a un département qui a envie d'y aller, il y a des gros projets sur le territoire. On a évoqué lors de notre dernière rencontre l'hôpital, le contournement d'AD, on va évoquer aujourd'hui le plan Avenir Lourdes. Je mets tout ça, c'est quand même un demi-milliard d'investissement sur le département des Hautes-Pyrénées. Donc c'est pour nos entreprises. Elles se projettent. Nos entreprises de BTP, elles se disent, tiens, moi je vais avoir des carnets de commandes qui vont arriver pour l'hôpital, pour la route, pour le plan Avenir Lourdes. Je vais être aidé, je suis lourdais, ou j'ai des projets sur Lourdes ou sur ces vallées, je vais être aidé. On voit bien qu'il y a et j'y ajoute toutes les subventions de l'État et du département pour porter les projets locaux. Donc on voit bien qu'il y a une vraie dynamique sur ce territoire. Tout ne va pas bien non plus. On a, je pense, des vrais enjeux. Un des enjeux prioritaires pour moi, c'est d'aller chercher les gens qu'on dit éloignés de l'emploi, j'aime pas cette expression, mais les gens qui, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé. Ça concerne également nos allocataires du RSA. Donc c'est comment, avec la loi plein emploi, on aide ces gens-là à remettre le pied à l'étrier pour redémarrer et retrouver une dignité par le travail. Voilà, il n'y a pas de honte à travailler. Je pense qu'il faut démarrer petit. La loi prévoit 15 heures. Je pense que quelqu'un qui est allocataire du RSA, si on lui permet de retrouver une dignité dans le travail, qu'on le prend en charge, qu'on l'accompagne, qu'on va le chercher là où il est, avec les travailleurs sociaux, c'est des gens qu'on va remettre progressivement. Et ça contribue, moi je me le crois, parce que parfois une partie de ces publics éloignés de l'emploi, en fonction du temps, de la météo, ils traînent un peu en ville. Et parfois ça contribue pour les gens, c'est une présence, c'est ceux qui vous demandent une pièce, une cigarette, etc. Pour des gens, et on évoquait les personnes âgées la semaine dernière, ça peut être parfois ça peut contribuer dans une petite mesure au sentiment d'insécurité. Donc je pense que ces gens-là, il faut les prendre, pas par un biais, c'est pas un biais répressif, c'est un biais d'accompagnement. Voilà, on est assez fiers de nos politiques sociales en France, mais il faut aller chercher les gens. Il ne faut pas se satisfaire juste de je les ai vus 3 fois par an, on a coché la case du rendez-vous pour faire un petit point de situation. Ça n'a pas évolué depuis le coup d'avant, on se reverra le coup d'après. L'objectif, c'est vraiment d'aller les chercher et d'avoir une réponse très personnalisée. On voit que sur le territoire d'Adour-Madiran et sur le territoire de Lourdes, on a commencé à expérimenter ça et on a déjà été chercher plus de 130 allocataires du RSA
pour entrer dans un parcours de remise dans l'emploi. Ça prend quelle forme concrètement ces 15 heures? Alors, Ce sont les collectivités qui vont en profiter, Alors, c'est les entreprises? Tout le monde peut en profiter sur ces 15 heures. Mais c'est un accompagnement. Les 15 heures peuvent être consacrées à la recherche d'un emploi. Ça peut être consacré à du travail, de l'insertion. Enfin, c'est ouvert. Alors, on démarre. La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2025, donc c'est avant-hier. Donc, il faut qu'on démarre. Mais on a mis en place, et c'était l'objectif de l'année 2024, tous nos comités locaux de l'emploi public. Donc, il y en a un par arrondissement. Il y a aussi un comité départemental. Et la consigne que j'ai donnée, parce que c'est piloté par mes sous-préfets, je leur ai dit, moi, je veux quelque chose de dynamique. Je veux que les réunions se fassent dans une entreprise, par exemple, qui recrute. Que le coup d'après, on puisse aller voir l'entreprise, on dit, OK, on s'est vu la dernière fois, on a convenu de faire ça, on a recruté combien? Et pas se voiler la face si ça n'a pas marché, et recommencer autrement. Pareil pour les gens qu'on a accueillis, parfois c'est un peu déceptif. On reçoit quelqu'un, on s'est mobilisé, et puis au bout d'une semaine, il est parti en disant ça va pas, c'est trop dur, je veux pas. Faut pas abandonner, il faut pas le lâcher. Voilà, chacun a plusieurs chances, il faut aller les rechercher et aller dans une autre entreprise. C'est comme pour l'apprentissage, c'est comme pour l'orientation. On peut ne pas trouver sa voie du premier coup. Je pense qu'il faut remettre l'ouvrage sur le métier. L'industrie fonctionne plutôt bien dans les Hautes-Pyrénées, elle recrute, mais elle a aussi des problèmes pour recruter justement. Comment on peut l'aider? Alors aujourd'hui, on l'aide. Je pense d'ailleurs que récemment, à l'AG du MEDEF, on n'a pas dit qu'on les aidait pas, donc on voit bien qu'on avance. L'objectif, c'est de voir quels sont les problèmes. En tout cas, dans les solutions aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est que, vous l'avez dit, on a des industries qui marchent plutôt bien, on a et qui recrutent, on a les outils de la formation. Je pense qu'on a une offre de formation dans ce département qui est énorme, et derrière, on a des demandeurs d'emploi. Donc maintenant, il faut qu'on fasse se rencontrer tous ces blocs, et avec je pense, un gros travail ab initio sur l'orientation, les plus jeunes. On discutait avec le président du MEDEF, il faut aussi, on a fait un travail avec l'éducation nationale pour permettre aux enseignants, aux enfants de découvrir assez tôt dans le parcours scolaire, 5e, 4e, avec le stage de 3e, le stage de seconde, le monde de l'entreprise au sens large, qui n'est pas forcément le monde des parents, qui peut être les métiers qui recrutent dans les Hautes-Pyrénées, parce que parfois il y a des jeunes, ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire, mais ils savent qu'ils ne veulent pas quitter les Hautes-Pyrénées. Voilà, c'est les aider à découvrir, leur donner les voies pour y aller, et puis convaincre après, c'est un vrai travail, j'en suis aussi, convaincre les parents que ce qui est important pour nos enfants, c'est finalement qu'ils aient un travail et qu'ils soient épanouis dans leur travail. C'est pas rose tous les jours, mais je crois, et puis c'est mon cas, on peut réussir sa vie sans être ingénieur. Voilà, et c'est pas normal qu'en 2025, on dise encore à une jeune apprentie en coiffure qui était bonne élève à l'école, quel gâchis. Voilà, il faut laisser sa chance à tout le monde, il faut aider les jeunes à découvrir quelle est leur voie, et cette voie, elle peut changer. On peut avoir envie d'être tourneur, fraiseur, ajusteur à 20 ans, et avoir envie à 30 ans de se reconvertir pour faire de la plomberie ou de la cuisine. Voilà, et c'est très bien ainsi. Je pense que tout est ouvert dans la formation pour adultes, les Greta, enfin il y a tout ce qu'il faut pour permettre aux gens d'évoluer dans un territoire qui ne demande qu'à grandir et grossir. Lorsque nous avons accueilli il n'y a pas très longtemps le président de la Chambre de commerce, M. Xavier Brunet, il disait que le trépied de ce département, c'est un tiers industrie, un tiers le tourisme et un tiers la consommation qui fait vivre aujourd'hui l'économie de ce département. En parlant de tourisme, il est vrai qu'après le Covid, on a eu vraiment sur Lourdes et même sur les stations de ski, un gros problème de retrouver des gens qui voulaient retravailler parce que peut-être que les salaires aussi n'étaient pas à la hauteur du travail demandé. Alors le Covid a fait du mal et il a fait beaucoup de mal à Lourdes. Sur une activité, une ville qui était très orientée, voire exclusivement orientée sur le tourisme, avec la fermeture de tous les hôtels. Et les hôtels savent à quel point l'État était présent. Et puis, je crois qu'on a prévu de parler du plan Avenir Lourdes. Donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. C'est toujours compliqué, après des phases d'arrêt comme ça brutales, de repartir. Voilà, c'est normal. Une machine que vous n'avez pas démarrée ou une voiture que vous avez laissée au garage pendant 30 ans, quand vous la redémarrez, ça grippe un peu. Donc, mais aujourd'hui, je trouve qu'on a des signaux, je prends ne serait-ce que la fréquentation du sanctuaire, on a des signaux quand même plutôt positifs. On voit que, pensant là aussi, les stations de ski se sont interrogées et on est entré plutôt dans une phase d'évolution de notre fonctionnement global et comment on articule Lourdes et ses vallées, comment on travaille sur le 4 saisons, quelles sont les attentes des gens, quelle forme de tourisme aujourd'hui. Et on voit que ça commence à partir avec des stations peut-être qui sont
moteurs. Moi, je veux citer, sans flatter personne, mais je crois que Péragude a montré qu'on pouvait s'adapter en permanence, on pouvait trouver un autre mode de fonctionnement et avoir une station et des installations qui habituellement étaient réservées au sport d'hiver, qui fonctionnent quasiment toute l'année, avec une offre variée en toute saison. Donc le tourisme a l'air de repartir. Mais ce qui vaut pour Lourdes, ça vaut pour toutes les villes en France touristiques qui ont eu aussi un arrêt. Alors ça vaut... Pourquoi Lourdes a eu cet appui particulier de l'État? Alors d'abord, Lourdes, je vais citer Thierry Laffitte, mais Lourdes, c'est pas une ville comme les autres. Enfin, je veux dire, Lourdes a j'allais dire un produit d'appel dont personne, a priori, ici n'est pour quelque chose, qui sont le phénomène pèlerinage lié aux apparitions de Marie à Bernadette Soubirous. Donc on voit bien que ce phénomène-là, j'allais dire presque, même si, et ce qui n'est pas le cas, les Lourdais n'étaient pas gentils, tout allait mal, etc., les gens viennent à Lourdes parce que c'est Lourdes. Et on voit bien que la vitesse de reprise de l'activité à Lourdes a été beaucoup plus rapide. Et je ne jette pas, évidemment, je soutiens fondamentalement le plan Avenir Lourdes, mais le plan Avenir Lourdes, c'est des actions concrètes qu'il faut mettre en œuvre, c'est des travaux, c'est des chantiers, c'est des études. Voilà. Dans le délai, les touristes, c'est reparti tout seul. Et il ne faut surtout pas s'arrêter sur le plan Avenir Lourdes. Enfin, faut pas arrêter le plan Avenir Lourdes au motif que les 3,5 millions de pèlerins sont revenus. Donc il faut vraiment... C'est une ville qui a besoin de s'aménager, de se transformer pour accueillir toujours mieux les pèlerins, accueillir toujours mieux les touristes. Je pense que dans chaque pèlerin, il y a peut-être un touriste qui sommeille, et peut-être que dans chaque touriste, il y a peut-être un pèlerin qui s'ignore. Donc il faut vraiment qu'on ait ce travail, mais on voit bien que ça repart, et Lourdes repart par essence. Enfin, c'est consubstantiel à Lourdes, que ça démarre tout seul, c'est reparti quand même assez vite. Après le Covid. Il y avait des doutes, mais effectivement, Lourdes a l'air de repartir. Le fait religieux ici, c'est l'ADN de ce département aussi, quelque part, parce que ça fait vivre indirectement Lourdes et bien sûr les stations de ski et la montagne. La montagne, vous avez évoqué les 4 saisons. C'est vrai qu'aujourd'hui, les stations de ski ont l'air de bien se renouveler. La neige, bon, voilà, c'est les aléas. D'ailleurs, on parle de stations de montagne, voilà, de plus en plus. Et des stations de montagne, non plus des stations de ski. Donc vous nous dites que globalement, l'économie se porte plutôt bien dans les Hautes-Pyrénées. On voit que l'économie touristique marche bien, et puis on a des moteurs ou des accélérateurs, des catalyseurs assez réguliers qui reviennent. Moi je pense au Tour de France, mais je pense au championnat du monde de VTT. Tous ces éléments-là mettent la lumière sur Lourdes, sur le département, Lourdes et le département des Hautes-Pyrénées. Mais c'est vrai que c'est assez frappant. Enfin, moi je le dis en plaisantant, mais quand je dis que je suis le préfet des Hautes-Pyrénées, je vous avoue qu'on ne me situe pas forcément où je suis. Si je dis je suis le préfet de Lourdes, du col du Tourmalet et du pic du Midi de Bigorre, tout de suite, ça parle aux gens. Et je crois aussi que des événements très ponctuels comme la visite du président de la République populaire de Chine a mis en lumière notre département. Et dès le lendemain, des Chinois appelaient pour savoir comment on se rendait au col du Tourmalet, comment on se rendait chez Eric Abadie, c'est quoi le port noir. Enfin voilà. Ouais. Et on voit bien que ce département, il est plein de richesses. Il faut qu'on les maîtrise. Voilà, faut pas laisser faire n'importe quoi. Pour ça, il y a des lois et règlements. Donc, comment on aménage? Et moi, c'est ce dialogue qui me nourrit. Chaque jour, chaque semaine, on a des échanges avec les élus, des stations de montagne, mais des coteaux. Voilà, on réfléchit à comment on va trouver des synergies pour permettre, typiquement, à des gens qui sont venus à Lourdes d'avoir envie d'aller découvrir le Tourmalet, et puis pourquoi pas d'aller faire un tour chez un viticulteur du Madiran. Voilà, il faut qu'on trouve ces synergies, et ça, c'est un travail collectif. À ce propos, comment un futur classement du Pic du Midi au patrimoine mondial de l'UNESCO, comment ça pourrait renforcer encore l'attractivité du département? Là, c'est statistique. Quand un nouveau site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, on fait du 200, 300, 400% en plus de fréquentation. Avec l'avantage pour le Pic du Midi, c'est que de toute façon, on est contraint par le téléphérique. Donc ça limitera l'affluence, mais il faut qu'on réfléchisse comment faire parler du pic autrement, comment découvrir le pic autrement sans forcément y monter. Mais c'est un gros travail collectif qui fédère vraiment, j'allais dire, toutes les communes qui voient le Pic du Midi. Donc elles sont nombreuses, et il y a une vraie, moi je sens une vraie énergie chez nos élus, chacun dans ses projets d'ailleurs, qu'on soit du côté Barège ou qu'on soit du côté Bagnères. On voit bien qu'il y a des réflexions sur comment je vais faire avancer tel projet, je vais accélérer mon projet de terme, comment je me rapproche des autres. Tiens, il y avait ça, on avait rangé ce dossier-là, peut-être qu'on va le ressortir. Peut-être qu'on peut se fédérer sur certains sujets pour faire des économies d'échelle. En tout cas, très clairement, le jour où le pic sera classé,
Alors d'abord, je trouve que ce sera une très belle victoire collective pour ce département. Et on sera un des départements qui accueille 3 sites classés au patrimoine. Enfin, j'en formule le vœu, hein, le Cirque de Gavarnie, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et le Pic du Midi et son observatoire. C'est 3 belles réalisations. Alors le Gavarnie, on n'y est pour rien, c'est la nature. Le Pic du Midi, c'est une super aventure scientifique avec une médiation aujourd'hui exceptionnelle. Hein, cette capacité à s'appuyer sur le tourisme pour alimenter la chose scientifique et mieux faire connaître la chose scientifique en la partageant avec les touristes. Voilà. Et puis les chemins de Saint-Jacques, c'est les pèlerins qui viennent de partout, avec Rocamadour, Lourdes, enfin voilà, toutes ces choses-là, je trouve que ça fait connaître en bien le département, et donc ça donne envie d'y venir, et puis si on a toutes les infrastructures qui vont avec, peut-être d'y rester. Voilà. Vous êtes arrivé le 23 août 2022 dans ce département. Vous le connaissiez avant d'arriver ici? Pas du tout. Pas du tout. J'ai découvert lors de ma nomination. Alors, ça fait 2 ans et demi que vous êtes avec nous. Quel regard vous portez aujourd'hui sur ce département? Alors, quand on dit ça, on a l'impression que je vais partir. Mais aujourd'hui, j'ai toujours voulu, sur tous mes postes en territorial, en administration territoriale de l'État, on s'implique à 200%. Moi, j'aime beaucoup, dans la citation du prince de Ligne, on dit qu'il faut être persuadé qu'il faut faire 2 fois plus que son travail pour le faire passablement. C'est un peu mon ADN au quotidien. Et on s'investit sur nos territoires, et plus on s'investit, plus on les découvre, plus on les aime. Et partout où je suis passé, finalement, je suis toujours parti avec beaucoup de regrets, en me disant, tiens, j'ai pas fini ça, mais c'est aussi un métier d'humilité. Hein. L'un sème, l'autre moissonne, c'est un peu notre boulot au quotidien. Mais plus on connaît les gens, et puis on a une relation qui est très intime avec les gens qu'on reçoit, parce que c'est des projets, ils comptent sur nous, on essaye de mobiliser tout l'appareil de l'État, de fédérer, parfois de bousculer un peu pour faire avancer les choses. Mais on se dit que c'est, moi en tout cas, là, au bout de 2 ans et quelques mois, je me dis que c'est un super département, c'est vraiment un très beau département. Alors après, je ne peux pas formuler le vœu de m'installer à la retraite partout où je suis passé, où j'ai aimé, parce que sinon je vais devenir un migrant ou un Français itinérant pendant la retraite en passant dans tous les départements où j'ai servi. Vous viendrez au mois d'août avec les gens du voyage. Ah, mais alors, d'ici là, on aura sans doute avancé sur ce sujet-là aussi, mais je serais... en tout cas, moi, je trouve que c'est un département qui a vraiment une richesse, et le constat que je fais, hein, il n'est pas assez connu à l'extérieur. Moi, aujourd'hui, quand je parle de mon boulot avec des gens extérieurs au département, on me dit, à part la montagne, qu'est-ce qu'il y a dans les Hautes-Pyrénées? Voilà, là, dès qu'on commence à leur dire, j'ai des gens qui font des miroirs de satellite en carbure de silicium, j'ai des gens qui travaillent sur de la céramique technique, j'ai des gens qui font des pièces pour la défense, j'ai une entreprise qui fabrique les obus de 155, qu'on commence à parler de tout ce qu'il y a, de toutes nos pépites dans le département, la truite, nos produits gastronomiques, le porc noir, la truite, le madiran, dès qu'on évoque ces choses-là, les gens, ah oui, ça c'est dans les Hautes-Pyrénées, oui, c'est dans les Hautes-Pyrénées. Donc il faut qu'on fasse connaître ça. Et moi, je pense que le jour où je devrais quitter ce département, vraiment, je resterai un fidèle ambassadeur des Hautes-Pyrénées. Vous pensez qu'il manque cette communication un peu positive de notre territoire? Alors je pense que la communication positive, elle y est dans le territoire. Mais c'est comment on fait connaître à l'extérieur. Au premier salon Pyrénéo à Lourdes, quand on avait évoqué la marque des Pyrénées, c'est ce que je disais. Quand on va dans un stade, que ce soit du foot ou du rugby, j'avoue que je fréquente plutôt le rugby, pour une raison que j'ignore, vous avez toujours un drapeau corse et un drapeau breton. Toujours. Même si c'est un match avec des Anglais contre des Australiens, je sais pas, il y a toujours un breton ou un corse dans l'assemblée. Moi, j'aimerais qu'un jour, on puisse se dire, il y a la marque de la Bigorre, et qu'on ait un panache à montrer et à faire connaître. Voilà, ça passe pas forcément par un truc à Paris, la maison des Pyrénées à Paris, c'est pas le sujet. C'est juste, chacun parle de ce qu'il fait. J'ai eu une très belle, un très beau témoignage il y a pas longtemps. On travaille énormément et le département est en pointe là-dessus sur l'hydrogène. Et j'évoque ça avec un collègue qui bosse à Paris, un ami qui travaille dans une entreprise à Paris. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a dans les Hautes-Pyrénées? Je lui dis, tiens, je sais pas si ça t'intéresse, mais on travaille un peu sur l'hydrogène. Bien bon, mais vous faites quoi sur l'hydrogène? Je lui évoque 3 des sujets, 3, pas beaucoup, hein. C'est le chose qu'on avait fait. Il m'a dit, ok, prochaine fois qu'il y a une réunion, je viens. Voilà, parce qu'il dit, nous, dans mon entreprise à Paris, on n'est pas aussi avancé que ça. Et quand je discute avec les porteurs de projets hydrogène que je rencontre dans les réunions, que je leur dis, tiens, j'ai rencontré ce monsieur-là, ça l'intéresse, est-ce que
c'est je prends le contact, demain je l'appelle. Donc on voit bien qu'on est, il y a des projets moteurs dans le département. Ben voilà, il faut faire savoir quand c'est bien. On dit souvent le bien fait pas de bruit, le bruit fait pas de bien. Faisons du bruit autour du bien, ça remontera le moral de tout le monde. On va rester dans le tourisme et on va parler de ce plan Avenir Lourdes. Récemment, il y a eu un article de presse qui disait que le plan Avenir Lourdes était en panne et qu'il avait du mal à amorcer. Quel est votre regard sur ce plan Avenir Lourdes ? Alors, je vais d'abord m'inscrire en faux par rapport à ce qui a été dit. Le plan Avenir Lourdes, c'est donc 100 actions, alors au-delà de la sémantique, c'est 100 actions, 100 millions d'euros, 5 partenaires, l'État, le Conseil régional, le Conseil départemental, la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et la ville de Lourdes. Tous ces partenaires, sous l'égide du Premier ministre de l'époque, se sont mobilisés pour dire Lourdes, c'est pas une ville comme les autres, il va falloir qu'on l'aide, et on va en profiter pour un peu réveiller la belle endormie et faire des travaux dont il y a besoin, parce que on voit bien que c'est une ville qui a toujours couru après l'activité liée aux apparitions. Et l'idée, c'est de reprendre un temps d'avance et puis de remettre un peu les choses à l'aplomb. Ce plan Avenir Lourdes, il a été signé en 2022. Nous venons de rentrer en 2025, c'est 2 ans. Bon, à l'échelle de 2 ans, on ne fait pas sortir de terre un pont, de la voirie, de l'accessibilité, enfin, ça reste du logement, ça reste du travail, de la maîtrise d'ouvrage public. On a voulu, et c'était ma façon de travailler, mettre en place un comité de pilotage qui se réunit globalement toutes les 6 semaines, intercalé toutes les 3 semaines d'un comité technique, un cons. Donc c'est quelque chose c'est très dense. Et le sous-préfet d'Argelès, qui est référent sur ce plan, est en relation, j'allais dire quasiment quotidienne, avec les services de la ville de Lourdes et le maire de Lourdes. Donc les choses, je pense qu'on est rentré, après cette phase d'études, de travail, de cadrage, là aussi, c'est Kipling, avant de faire quelque chose, assieds-toi, réfléchis, fais un plan. Bon, on en est là, on s'est assis, on a réfléchi, on a mis en œuvre le plan, on a écrit le plan de bataille un peu, et là, on rentre dans la phase active, donc j'ai aujourd'hui des éléments qui me laissent penser que 2025, il y aura un petit peu de marteau-piqueur, un petit peu de grue, un petit peu de chantier dans Lourdes, et que la ville va peu à peu se transformer. Voilà, l'objectif, c'est 2030. Quelques idées de chantiers qui vont voir le jour ? Aujourd'hui, très concrètement, on avance sur le centre des congrès, sur la partie études, sur la partie des choses qui vont se faire. Avec l'agglomération. Oui, sur la partie qui vont se faire, il y a le projet de maison de santé, le pont Peyramal, là aussi, on est dans la phase. La pose de la première pierre du nouveau pont Peyramal interviendra en 2026, en 2025, avec un objectif que les travaux soient finis en 2026-2027. Voilà, donc on voit que on travaille avec le maire sur le sens de circulation, qui est un sujet qui revient souvent. Oui, et qui fait la risée des médias nationaux. On travaille. Peut-être que ça disparaîtra. Il faut des marronniers aussi, mais on travaille énormément sur l'accessibilité, les mobilités douces, travaille sur les archives, sur le musée Château des Pyrénées. Enfin voilà. Moi, quand je regarde le plan, alors il y avait la caserne de pompiers, parce qu'on nous dit qu'il n'y a rien de fait, mais enfin, la caserne de pompiers faisait aussi partie du plan Avenir Lourdes. Je rappelle aux gens qu'elle a été livrée. Il y a une belle caserne maintenant pour les pompiers de Lourdes. Il y a l'OFIT. Il y a l'OFIT qui avance aussi. On a commencé en 2025, on verra les premières démolitions. Donc c'est aussi, c'est des choses concrètes. Mais tout ça, ça nécessite un travail de préparation. Donc j'allais dire le plan Avenir Lourdes, je rappelle que sa fin. Vous allez dire qu'on a tout mis à 2030. Oui, le plan Avenir Lourdes, c'était Lourdes 2030. Je me dis que si en 2025, ça commence à avancer, les gens vont commencer à se rendre compte qu'en 2030, on sera au rendez-vous, copie finie. Et je rajouterais, parce que je suis un homme de défi, et puis c'est facile de lancer des défis pour les autres, mais en 2030, il ne faut pas que ça s'arrête. En 2030, il faudra aussi que tous les partenaires, et peut-être l'État encore, mais en tout cas, on continue à pas s'arrêter. On ne peut pas faire rien pendant très longtemps, beaucoup pendant 8 ans, puis rien pendant très longtemps. Je pense qu'il faut qu'on enclenche cette marche avant et qu'on avance. Ce sont des bonnes nouvelles que vous nous annoncez, mais alors que les médias nationaux n'ont de cesse de parler en boucle du déficit abyssal de la dette de la France, et en même temps, ce territoire, on n'arrête pas de dire que des millions d'euros, vous avez même parlé d'un demi-milliard qui seront investis par l'État dans le territoire, vont être distribués. Est-ce que les Hautes-Pyrénées ont une chance exceptionnelle, ou est-ce que vraiment cet argent va... Alors, est-ce que les Pyrénées ont une chance exceptionnelle ? J'en sais rien. Les Hautes-Pyrénées sont une chance exceptionnelle. Enfin,
Je trouve que c'est un département qui a plein d'atouts et qui les a eus quasiment de matière native. Genre, voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, on se bat, enfin, c'est le boulot d'un préfet sur le territoire. C'est d'être en contact avec les élus, d'identifier quels sont les problèmes, les difficultés, ce qui avance pas, enfin voilà, et d'essayer de mettre de l'huile dans les rouages et de faire en sorte que ça avance. Donc c'est un travail collectif, on est en terre de rugby, on joue à 15, parfois on embarque les remplaçants avec nous. L'objectif c'est, on se met tous ensemble, chacun dans son couloir, dans sa zone de compétence. Je ne suis pas là pour faire le boulot du maire de Lourdes, et le maire de Lourdes n'est pas là pour faire le boulot du préfet. C'est d'avancer collectivement pour faire avancer tous nos territoires, nos projets. Est-ce qu'on a plus que les autres? J'en suis pas certain, parce que si on ramène tout ça à l'échelon national, en tout cas, on est motivé, on a obtenu des choses parce que on a été chercher aussi les dossiers, on écrit beaucoup, et d'avoir obtenu ces crédits, etc., ça nous engage aussi, parce que quand on a un hôpital, enfin l'argent pour avancer sur un hôpital, le plan Avenir Lourdes, on ne peut pas rester là aussi l'arme au pied et pas dépenser l'argent. Ils ne sont pas remis en cause, malgré aujourd'hui ce qu'on entend à la télé. Aujourd'hui, au moment où on se parle, oui. Rien n'est remis en cause. Et je me bats, je vous assure, enfin, je suis en relation régulière avec Paris pour qu'on continue à préserver ces crédits. Mais ce que je dis, et là je prends le plan Avenir Lourdes, mais on a souvent parlé avec Thierry Laville, je lui dis il faut absolument pour ça qu'on doit aussi démarrer en 2025. Parce qu'il faut qu'à ceux qui payent, et on est 5 cofinanceurs, on montre que ça avance. Qui fasse défaut. Voilà. Et là, donc on y est, enfin, on a décaissé. Pour l'instant, on a décaissé un peu moins de 10%, mais on va continuer et ça va s'accélérer jusqu'à avoir engagé la totalité des crédits qui étaient fléchés sur ce plan. Merci beaucoup pour ces éclairages sur le plan Avenir Lourdes. On poursuit cette émission avec vous, on aborde beaucoup de sujets et merci de votre présence ici. On va parler de questions de sécurité avec une hausse des chiffres liés aux stupéfiants, notamment de consommation de cocaïne et peut-être aussi sur des grandes villes, ce sentiment d'insécurité. Alors la hausse des stupéfiants, c'est un constat. Les trafiquants s'organisent, il y a de plus en plus de trafic. Alors nous, on est touchés par des... alors ça paraît beaucoup quand on attrape 1 kilo, mais on n'est quand même pas... Nous ne sommes pas à Marseille, fort heureusement. Mais je pense qu'il faut taper le mal à la racine et tout de suite. Donc c'est le travail qui est engagé, et notamment par la DDPN, enfin la Direction départementale de la police nationale et le groupement de gendarmerie, c'est de ne rien laisser passer. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de petit trafic, de grosses cibles. Aujourd'hui, le but, c'est d'aller attaquer le consommateur. Donc c'est je le redis pour ceux qui nous écoutent, la consommation de stupéfiants, c'est interdit. La conduite sous stupéfiants, c'est interdit. Il n'y a pas de tolérance. C'est pas parce qu'on ne s'est pas fait attraper que c'est devenu autorisé. Il y a des gens qui roulent vite sur l'autoroute. S'ils ne sont pas arrêtés, c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas en infraction. Donc là aussi, c'est une chose sur laquelle on lutte. Après, on lutte contre les trafiquants, donc ceux qui vendent, avec un commerce qui s'organise. Voilà. Avec des stocks disséminés, un système de livraison par petite quantité. Donc là, je ne sais pas si tous les trafiquants écoutent Radio Présence, mais en tout cas... mais avec les réseaux sociaux, des fois... Qu'on rassure, moi je veux rassurer en tout cas l'honnête citoyen, notre combat est permanent, avec nos moyens, et donc le but c'est de bien identifier là où on peut taper pour être le plus efficace. Un des endroits où je ne lâcherai rien, c'est sur les routes. Aujourd'hui, chaque contrôle routier, que ce soit d'initiative ou des contrôles programmés, on fait du contrôle stupéfiant, on fait du contrôle alcool, et aujourd'hui, on est en augmentation sur les contrôles de plus de 25% de contrôles stup. Alors, ils ne sont pas tous positifs, mais on contrôle beaucoup plus systématiquement la consommation de stupéfiants, puisqu'on a des gens qui ne boivent pas d'alcool, mais qui fument du cannabis ou qui prennent de la cocaïne, voilà. Et ça altère les capacités de conduite. Il ne faut pas croire qu'avec un joint, on conduit mieux parce qu'on est euphorique. Donc ça, c'est un point qui est important. Et c'est un sujet de santé publique. Enfin, les gens qui consomment régulièrement des stupéfiants, et même ponctuellement des stupéfiants, ils altèrent leur capacité mentale à moyen et long terme. Donc il faut vraiment qu'on soit intraitable là-dessus. Donc moi, je mise beaucoup sur la prévention auprès des plus jeunes, expliquer qu'on peut s'amuser autrement qu'en buvant de l'alcool en quantité déraisonnable et en fumant des substances illicites ou en consommant des substances illicites. Et puis après, derrière, il n'y a pas de bonne prévention sans répression. Donc derrière, quand on constate des trafics, on les tape, on les verbalise, c'est judiciarisé le cas échéant par le procureur, ça peut se traduire par des peines de prison. Enfin, c'est un domaine dans lequel c'est tolérance zéro. Et derrière,
Oui. c'était la question du sentiment d'insécurité. Oui. Derrière, c'est ce qui permet aussi, quand on limite ces présences de voies publiques qui sont toujours un peu oppressantes, on contribue aussi à la baisse du sentiment d'insécurité. Alors c'est très compliqué, un sentiment d'insécurité à évaluer, mais aujourd'hui, on a systématisé les patrouilles à pied, soit police ou gendarmerie, avec prise de contact avec les commerçants. Ça permet de recueillir des renseignements, d'avoir des infos, et puis forcément d'aller voir, quand il y a les gens osent quand même pas fumer juste devant la police. Et donc la police a des consignes très strictes, hein. Je pense à Tarbes et Lourdes. Dès qu'ils constatent quelqu'un, il est contrôlé, verbalisé le cas échéant. On a aujourd'hui peut-être un peu moins peur de la police. Enfin, on a l'impression qu'il y a un sentiment d'impunité, que la police fait. Les anciens avaient peur du gendarme. Voilà. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est capable de parler mal à un policier ou à un gendarme. Alors là, c'est un sujet d'éducation, hein. Sans doute, on a un peu perdu le respect de l'enseignant, du policier, du gendarme, du pompier. Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne sont plus respectées. Du soignant. Oui. Enfin, je veux dire, il suffit d'aller aux urgences de nos hôpitaux de Tarbes et Lourdes pour se rendre compte que les gens ne sont pas toujours très aimables. Donc je pense qu'il est important de traiter les gens qui nous servent au quotidien, les fonctionnaires, les services du département, les services de la région, comme on aimerait nous être traités. Après, sur le comportement des gens, d'abord, il y a un volet désinhibition, alors qu'elle y est, je l'évoquais la semaine dernière, hein, le côté réseaux sociaux, anonymat, forme de sentiment d'impunité, parfois lié à la consommation de stupéfiants. Hein. Quand on est sous l'emprise de stupéfiants, on est un peu désinhibé, donc on ne mesure pas toutes les choses, hein, c'est un peu compliqué. Et effectivement, la peur du gendarme, les gens se sentent tout puissants, avec des mises en danger de mes policiers et mes gendarmes lors des interpellations. Donc aujourd'hui, quand il y a un refus d'obtempérer ou un délit de fuite, parfois on abandonne les poursuites et puis on va chercher la personne à domicile le lendemain parce qu'évidemment, on arrive toujours à rattraper la plupart des gens qui se sont mal comportés sur un contrôle routier. Mais il ne faut pas que les gens se sentent à l'abri de quoi que ce soit. Et c'est vrai que dans ces comportements, on peut avoir des gens qui en viennent aux mains, qui peuvent avoir des armes, hein, armes blanches, armes à feu. Bon, là-dessus, les policiers sont protégés, enfin les gendarmes aussi, protégés, entraînés pour faire face à ces situations. Mais en tout cas, ce ne sera pas les Hautes-Pyrénées et la France, ce ne sera pas un paysage de western où chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Il y a des lois, je suis chargé de les faire appliquer et je continuerai à les faire appliquer avec toute la fermeté nécessaire. On va encore rester dans le domaine de la sécurité, avec la sécurité en montagne, où malheureusement le PGHM ou les CRS ont fort à faire. Hein. Oui, tout à fait. La montagne est attractive, c'est bien. Il y a plus de monde qui la fréquente. Par contre, il y a plus de monde qui ont une méconnaissance du milieu. Et on a constaté effectivement dans les derniers secours qu'il y avait beaucoup de gens qui se mettaient en péril ou par méconnaissance ou par manque d'équipement, etc. Quelle vision vous avez de ça, de cette évolution ? Alors aujourd'hui, ce sujet-là, c'est une réalité. Là, c'est un constat qu'on dresse. Donc l'objectif, c'est d'accroître encore plus nos actions de prévention en montagne. Donc on en fait beaucoup. Enfin, on va sur les refuges, on fait dans les stations, on fait de la communication sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est vraiment de porter ce message avec c'est un des domaines dans la prévention, c'est comme les accidents de roue, où la sanction pour les gens qui prendraient ça par-dessus la jambe, elle est immédiate. Quelqu'un qui descend comme une balle les pistes de ski, sans casque, sans maîtriser sa vitesse, et qui se tape un poteau ou se casse la figure, les vacances sont finies. Donc après, il regrette, ça change rien. Sur les accidents en montagne, quelqu'un qui pensait qu'il avait la force qui pouvait aller courir en basket, etc., s'il lui arrive quelque chose de grave parce qu'on arrive trop tard, ou pire, s'il meurt, je rappelle qu'on a plus de morts dans les accidents en montagne que sur nos routes. S'il se tue, derrière, il laisse une famille, des gens éplorés, enfin, c'est terrible. Donc aujourd'hui, moi, je continuerai à marteler ce message de prévention en expliquant que la montagne, c'est un milieu dangereux. La montagne, c'est la nature, ça reste dangereux. C'est glissant quand il a plu ou quand il a neigé, il y a des risques d'avalanche, on peut se perdre. Enfin, il ne s'agit pas juste avec son... Aujourd'hui, tout le monde a sa carte sur son téléphone, mais enfin, ça ne fait pas tout. On n'est pas tout puissant parce qu'on a un téléphone, même si on a le dernier modèle de téléphone avec toutes les connexions possibles et imaginables. S'il n'y a pas de réseau, qui fait froid, etc., ce n'est pas le téléphone qui va vous réchauffer, il ne fait pas encore radiateur. Donc, il est important qu'on respecte les messages de prévention. On regarde la météo avant de partir en montagne, on se renseigne, on ne part pas seul, on indique son trajet, on a prévu de l'eau, on a l'équipement adapté.
Et si on n'est pas prêt, si on n'est pas adapté ou qu'on se rend compte, on s'arrête au refuge et on continue pas plus loin. Nous, on le dit chaque année, hein, on dit les gens, on ne monte pas à faire le vignomal en basket. Bah, chaque année, quand on est aux Oulettes de Gaume, on voit des types arriver en basket et en t-shirt de trail. Et quand on leur dit, vous avez prévu quoi ? Là, cet après-midi, je monte au vignomal. Ouais, mais il n'y a pas de neige, c'est facile, etc. Ouais, enfin, ça reste de la montagne. Et en montagne, la météo peut tourner très vite. Donc on continuera. Et alors moi, l'autre message que je veux passer, c'est que à chaque fois que quelqu'un est imprudent, alors il peut y avoir des accidents avec des gens qui connaissent bien, mais je vais prendre le cas de l'imprudence, quelqu'un qui part sans avoir fait toutes les recommandations, qui se met en danger, derrière il va mettre en danger les secours. Alors oui, c'est leur métier. Oui, ils sont entraînés pour ça. Oui, tout ce que vous voulez. Mais on met en danger. Le dernier cas qui a défrayé la chronique du trailer où il a fallu faire décoller un hélicoptère dans des conditions météo très difficiles. On met en danger un pilote d'hélicoptère, son mécanicien, les secours en montagne, un médecin du SAMU. Enfin, je ne vais pas parler argent, mais si on fait un coup d'heure de vol chargé de cette équipée-là, c'est beaucoup plus qu'une bonne paire de chaussures en montagne, un pantalon qui tient chaud, une couverture de survie, un sac à dos, 1 demi-litre d'eau par heure de marche, un détecteur de victimes d'avalanche, 2 bâtons de marche, un casque et des lunettes. Voilà, donc justement, derrière, il y a des vies. Vous évoquez le coût. Donc aujourd'hui, le principe de la gratuité est acquis en France pour le secours en montagne. Est-ce qu'il faut faire payer les imprudents ou les gens qui mettent en danger la vie des sauveteurs ? Monsieur Buffet, le ministre délégué à l'Intérieur, a rouvert le débat l'autre jour à la radio. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors d'abord, aujourd'hui, ce ne sera pas le préfet des Hautes-Pyrénées qui va décider si c'est payant ou pas. Ça passera par une décision au moins probablement législative, de savoir comment on fait. Là, je pense qu'il faut responsabiliser les gens. Je pense que c'est important. Peut-être que le jour où on se dira, et peut-être c'est simplement ça la solution, hein, c'est de se dire, peut-être que le jour où on dira il y a une possibilité de se faire facturer, ou de facturer à son assurance, le cas échéant, les coûts d'un secours en montagne quand il y a eu une imprudence manifeste, peut-être que finalement on ne l'utilisera pas parce que c'est ça qui fera déclencher les gens. Tout d'un coup, on tape au portefeuille. Quand on évoquera le coût d'une heure d'hélicoptère, là, vous vous dites, ah oui, c'est quand même pas donné, donc je vais peut-être éviter de faire l'idiot en montagne et je vais pas y aller. Donc ça, c'est le premier peut-être effet bénéfique qu'il y aurait. Après, derrière, sur le moment, on partira toujours. Oui. On partira toujours et après, on sait comment est le monde. Hein. Moi, je vais vous donner un exemple qui est très léger sans doute sur le sujet, mais le jour où les sapeurs-pompiers ont arrêté de faire des ouvertures de portes. Quand les gens perdaient les clés, ils appelaient les pompiers, parce que c'est moins cher qu'un serrurier. On appelait les pompiers. Quand les pompiers ont arrêté de faire ça et ont dit on va faire payer, ça enlevait le facteur d'urgence. C'est-à-dire, on fera payer si c'était pas urgent. Les gens ont créé l'urgence. Enfin, moi, j'ai vu des gens qui appelaient les pompiers en disant venez ouvrir ma porte parce que j'ai laissé le gaz ouvert, j'ai ma petite fille qui est toute seule, et puis quand vous rentrez dans l'appart, il n'y a pas plus de gaz que de petite fille. Donc les gens s'adaptent, hélas, à ça. Donc, je crois qu'il faut réfléchir de manière très globale, avec des critères très objectifs, parce que c'est quoi une imprudence, à quel niveau on le met, voilà, et comment, enfin, dès qu'il y aura de l'argent, il y aura du contentieux. Donc c'est de dire, ok, vous me facturez 10 000 € un secours en montagne, mais je vous prouve que j'avais bien regardé le truc météo. Alors est-ce que c'est les chaussures, est-ce que c'est l'épaisseur du pantalon ? Donc c'est un sujet qui est très sensible, je le crois, mais qu'il ne faut pas mettre sous le tapis. Et moi je me réjouis vraiment que ce sujet soit remis sur la table, qu'on puisse en discuter. Je pense qu'il faudra associer, on associera probablement les professionnels du sport en montagne. Pas forcément favorables d'ailleurs. Voilà, non, c'est pour ça, je pense qu'il faut... Il y a un vrai équilibre. Enfin, ça passera, ça on sait faire. On va se mettre autour de la table, on va discuter, on va essayer de voir avantages, inconvénients, qui paye, combien, comment, quelle prise en charge. En tout cas, on ne peut pas écarter ça. Et si juste le fait de l'évoquer pouvait aider les gens peut-être à avoir ce déclic de quand je vais en montagne, été comme hiver, printemps comme automne, je regarde le bulletin météo, je me renseigne, je donne mon parcours, etc. Et qu'on réduise vraiment le nombre d'accidents en montagne et le nombre d'accidents graves ou mortels en montagne à la fatalité. Voilà. Qu'il ne reste plus que la fatalité sur ces accidents, c'est-à-dire la pierre qui est tombée, qui était très grosse, et même le casque l'a pas arrêté, et c'était le jour et l'heure de cette personne. Et on va en profiter d'ailleurs pour saluer toutes ces secouristes qui mettent effectivement, comme vous l'avez dit, des fois leur vie en danger pour aller sauver les autres. On arrive au terme de cet entretien. Vous êtes à Radio Présence, et je voudrais vous
vous demander tout simplement ce que représente Lourdes pour vous. Alors c'est le préfet qui va vous répondre. D'abord, je trouve que c'est le ministère de l'Intérieur et le ministre des Cultes, et c'est parfois une notion qui est un peu effacée par rapport à toute l'activité qu'on connaît du ministère de l'Intérieur. Donc moi j'ai la chance avec un lieu de pèlerinage international comme Lourdes de pleinement mesurer mon rôle de, entre autres, représentant du ministre des Cultes dans le département. Je crois que on n'est jamais, quelle que soit sa foi, on n'est jamais insensible à Lourdes. En tout cas, moi, c'est le constat que je fais à chaque fois que je viens pour armer un centre opérationnel dans le cadre d'un pèlerinage, des gros pèlerinages, où on travaille sur des questions de sécurité à Lourdes, sur les questions d'accessibilité. Vraiment, on se rend compte que des gens arrivent de la terre entière avec beaucoup d'espérance, etc. Et en tout cas, les gens qu'on voit, personne ne repart complètement indemne de Lourdes. Voilà. Et moi, je le vois, des gens... on reçoit beaucoup de gens dans ce département. On voit bien qu'à chaque fois qu'on les amène à Lourdes, moi je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis pas là pour voir ce qui s'est passé. On leur présente Lourdes parce que pour nous, en termes d'ordre public, en termes de fréquentation, c'est un sujet. On ne peut pas négliger un site qui reçoit 3,5 millions de personnes par an. Mais on voit bien que les gens sont touchés par cet environnement, cette ville de 12 000 habitants qui voit passer 3,5 millions de personnes par an, qui reçoit parfois simultanément, si on prend les grands pèlerinages, plus de 20 000 personnes. Plus de 70 000 passages dans le sanctuaire, entrée-sortie, c'est énorme. Et donc on voit bien que, Lourdes, il y a quelque chose en plus. Je reprends le mot de Thierry Lhermitte, mais Lourdes, c'est plus qu'une ville. C'est vrai que vous avez aussi la particularité de la sécurité. En 2016, avec les attentats à Nice, et puis après le père Hamel qui avait été malheureusement égorgé, des choses avaient été mises en place sur cette ville. De l'argent avait été donné à la fois à la ville et au sanctuaire pour la protection. Des bornes ont été installées, elles sont encore utilisées. Vous pensez toujours à leur utilité ? Ah oui, plus que jamais. Enfin, je crois que tous les travaux qui ont été faits, ils ont été faits de manière concertée. Toutes les menaces existent encore. Et on sait que la voiture bélier, il faut se prémunir de tout. Tout en évitant de faire du sanctuaire de Lourdes une sorte de parc d'attractions hyper contrôlé qui perdrait un peu de sa fluidité naturelle si on rentre dans le sanctuaire, on repasse dans la ville de Lourdes, traverse le Gave, on voit que c'est très perméable, il faut garder cette perméabilité, mais il faut pas être naïf, on est très vigilant sur tous les sujets, on fait une analyse du risque et de la menace à chaque gros pèlerinage, on travaille énormément avec les forces de sécurité intérieure, avec les services de renseignement, avec le sanctuaire, pour permettre à tous les gens qui viennent à Lourdes de vivre une expérience positive. Souvent, on a du mal avec la laïcité, mais un des fondements de la laïcité, et le rôle de l'État, c'est de garantir à chacun le libre exercice de son culte. C'est la liberté de croire ou de ne pas croire, et c'est aussi de permettre à ceux qui croient de pouvoir exercer librement leur culte. Je considère que assurer la sécurité du sanctuaire de Lourdes fait partie de ma mission. Merci beaucoup, monsieur Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur deux émissions où on a vraiment battu pas mal de dossiers, on a abordé pas mal de dossiers avec vous, avec des réponses. Donc voilà, l'hôpital 2030, beaucoup de choses en 2030, vous l'avez dit, la 2 fois 2 voies entre Tarbes et Lourdes devrait se commencer en 2026. Voilà, beaucoup de belles choses, aussi la déviation dans le nord. Et puis vous êtes sur tous les fronts au niveau de sécurité et aussi sur la drogue aussi, voilà, avec pas mal de choses qui sont mises en place. Un grand merci, ça fait aussi du bien d'avoir des réponses concrètes sur ces émissions, donc voilà, n'hésitez pas aussi, si vous avez des fois des messages à faire passer, on est là. Merci Arnaud Paul. Merci à aussi vous d'avoir co-animé cette émission avec vous. Très belle journée. Merci beaucoup et merci. À bientôt. Au revoir. L'heure de pointe, Philippe Subercaz.